Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode Call, aujourd'hui numéro 113. Et pour ce numéro, je vous propose d'attaquer un grand classique de l'arithmétique, un exercice qui va porter sur ce qu'on appelle les triplés pythagoriciens. L'énoncé précis du jour est le suivant, soit x, y, z d'un triplet d'entier, tel que x carré plus y carré est égal à z carré. On aimerait montrer qu'il existe un triplet APQ d'entiers, tel que P et Q sont premiers entre eux, et tel que l'on soit capable d'exprimer x, y, z en fonction de A, P et Q de la manière suivante. Donc voilà, c'est un très joli exercice qui va finalement résoudre un grand problème appelé le problème des triplets pythagoriciens. Alors c'est quoi un triplet pythagoricien? Eh bien c'est un triplet x, y, z qui vérifie l'équation ci là-haut, donc c'est-à-dire que x carré plus y carré doit être égal à z carré. Qui dit pythagoricien dit Pythagore, et donc cette équation, vous devriez reconnaître le théorème de Pythagore qui se cache derrière. Et donc finalement, c'est comme si on cherchait en fait à déterminer tous les triangles rectangles dont tous les côtés sont en fait des entiers. C'est essentiellement ça, c'est en tout cas essentiellement comme ça que l'on pourrait traduire ce problème. Et donc, par exemple, vous connaissez 3, 4, 5, qui fait partie des dimensions de triangle que vous connaissez bien, que vous avez déjà rencontré à plusieurs reprises lorsque vous étudiez le théorème de Pythagore. C'est un triangle rectangle bien connu. Et donc, bien sûr, il n'y a pas que lui, il y a tous ses multiples. Et bien entendu, il y en a encore plein d'autres. Et l'objet de cet exercice, c'est vraiment de tous les décrire. Il faut savoir aussi que cette équation diophantienne apparaît également dans le cadre d'un énorme problème de mathématiques qui a tenu pendant plusieurs centaines d'années, environ 300 ans, voire un peu plus. C'est le grand théorème de Fermat. Alors attention, warning, je vais commencer à parler un peu histoire mathématique, et pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis un moment, ils doivent savoir que je suis assez mauvais quand il s'agit de parler d'histoire mathématique. Alors bon, si je fais des bêtises ou que je dis des bêtises, n'hésitez pas à intervenir en commentaire et à corriger ces fautes. Donc le grand théorème de Fermat, c'était une conjecture, qui est maintenant un théorème, une conjecture émise par Fermat en étudiant les équations diophantiennes de la forme suivante, avec n notamment supérieur ou égal à 3. Il cherchait des solutions entières à cette équation, donc c'est-à-dire que x, y, z doivent tous trois être des entiers. Et de manière assez étonnante, il avait conjecturé qu'il n'existait aucune solution entière à cette équation. Donc tant que n est supérieur ou égal à 3. Pour n égale 1, c'est assez facile de déterminer les solutions d'une équation de cette forme. Pour n égale 2, c'est ce que nous allons attaquer aujourd'hui. Et pour n supérieur ou égal à 3, il avait donc émis cette conjecture au tout début du XVIIe siècle, plus précisément dans les années 1620, quelque chose comme ça. Il avait écrit cette conjecture dans une marge de pages qu'il était en train de traduire, donc notamment sur des travaux effectués par Diophante, équation diophantienne, voilà. Et on n'a jamais vraiment retrouvé cette feuille où il annonçait avoir une preuve de ce résultat sur cette marge de page et éventuellement même écrire une idée de preuve de ce résultat-là. Mais aujourd'hui, on pense que, en tout cas, la grande partie de la communauté mathématique pense que ce que pensait Fermat était faux, puisque 300 ans c'est pas rien, et 300 ans, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre temps, et notamment il y a eu l'introduction des courbes elliptiques, qui est un outil assez récent du XXe siècle, plus ou moins mi-XXe siècle, peut-être un peu avant, et il a fallu utiliser de manière assez forte les courbes elliptiques pour pouvoir démontrer la conjecture énoncée par Fermat, et c'est donc Andrew Wiles, je vais peut-être noter son nom, qui en 1994, un an avant ma naissance, a réussi à donner une preuve uniforme de ce résultat conjecturé par Fermat. Alors quand je dis preuve uniforme, j'entends que pendant plusieurs années, les mathématiciens se sont cassés les dents sur ce problème. Il y a eu des grands mathématiciens qui ont attaqué ce problème, comme Gauss qui a attaqué le cas n égale 3, Dirichlet qui a attaqué le cas n égale 5, et bien d'autres. Et au fur et à mesure des années, il y a eu des techniques qui ont été développées afin d'essayer d'attaquer cette chose. Il y a même eu l'utilisation d'ordinateurs pour essayer d'attaquer des cas bien particuliers. Et on est arrivé jusqu'à Andrew Wiles qui a pu nous donner en fait une preuve
uniforme, donc qui est valide pour n'importe quel n supérieur ou égal à 3, utilisant les courbes elliptiques et notamment les questions de points rationnels sur une courbe elliptique. Je ne vais pas en dire davantage sur tout ça, je vous laisse le soin d'en apprendre davantage sur tout ça. J'aimerais juste faire le parallèle avec un autre exercice que nous avons attaqué sur la chaîne, parce que pourquoi pas, étant donné quand même qu'on parle de choses en lien avec des courbes et d'équations de cette forme, eh bien ça me fait penser à un exercice que j'ai déjà proposé sur la chaîne. C'était l'exode-colle numéro 88, où je vous proposais de résoudre, ou en tout cas d'étudier une équation, mais cette fois-ci pas diophantienne, une équation sur des polynômes. On étudiait l'équation pour n supérieur ou égal à 3 de p puissance n plus q puissance n plus r puissance n égale 0, avec p, q et r, tous trois, des polynômes à coefficients complexes. Et l'enjeu de cet exercice était de démontrer que si on a ça, alors les polynômes p, q et r sont collinaires. Collinaires 2 à 2 si vous voulez, mais collinaires. Et ça, c'est assez surprenant de voir cette chose-là. Et je voulais aussi signaler que cet exercice cachait derrière ça une question de unicursalité. Alors je rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez une courbe qui peut se paramétrer, donc une courbe dans R2, hein, j'entends bien, une courbe qui peut se paramétrer, alors éventuellement on pourrait faire dans d'autres espaces, mais on va réduire ça à R2. Une courbe donc qui peut se paramétrer à l'aide d'une variable t, et d'expressions, donc x et y, hein, x de t, y de t, vont pouvoir s'écrire sous la forme de fractions rationnelles dépendantes de t. C'est ça, avoir une unicursalité pour une courbe. Et donc, derrière cet exercice se cache le fait qu'on démontre que certaines courbes ne pouvaient pas être unicursales. Et donc, de manière un peu cachée, dans la résolution de l'exercice que nous allons attaquer, on va utiliser une question d'unicursalité. J'en dis pas plus, je ne vais pas spoiler davantage. J'aimerais simplement signaler que cet exercice peut s'attaquer en première année de classe préparatoire, alors bien sûr à condition d'avoir suffisamment de bagages en arithmétique déjà, et un autre truc c'est d'avoir un peu de bagage aussi en trigo, et d'ailleurs un petit peu aussi en courbe, en paramétrage de courbe. Ça va être assez utile pour pouvoir attaquer cet exercice. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de bagages en paramétrage de courbe, mais il faut en avoir un petit peu pour pouvoir comprendre ce qui va se suivre. Je vais maintenant plus dire de choses du tout, je vais vous laisser maintenant le soin à vous de réfléchir sur cet exercice. N'hésitez pas donc à faire une pause sur la vidéo dès maintenant pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est un très joli exercice, hein. Alors je vais vous donner un plan d'attaque, comme je le fais souvent pour les exercices un peu longs. Je vais vous donner un plan d'attaque qui va vous aider à résoudre cet exercice. Hop. Et le plan va être le suivant. On va attaquer d'abord les cas triviaux. Donc les cas triviaux peuvent se réunir en supposant que x fois y fois z est égal à 0. Et se ramener au cas où x, y et z sont premiers entre eux. Donc ça va être la première étape de la résolution. Deuxième étape de la résolution, nous allons montrer un truc assez rigolo, c'est que on va montrer que y est un nombre pair si et seulement si x est un nombre impair. Donc à partir de ce moment-là, on supposera que x, y, z sont tous non nuls, bien sûr, aussi. Donc on va réussir à démontrer cette équivalence qui va nous permettre de dire, comme x, y jouent des rôles symétriques, on pourra se permettre de supposer certaines choses, notamment le fait que y soit pair, ce qui va impliquer donc que x doit être impair. Mais on va démontrer donc cette jolie équivalence qui va être assez utile pour se ramener à des cas précis. Une fois qu'on aura fait ça, eh bien on va utiliser le paramétrage du cercle. Et je vais préciser sous la forme de fractions rationnelles. Donc je veux un paramétrage du cercle qui utilise une fraction de deux polynômes. Alors peut-être que vous connaissez un paramétrage du cercle, normalement il y en a un assez bien connu et assez trivial, et bien il faut essayer de changer un petit peu ce paramétrage pour se ramener à un paramétrage qui s'écrit sous la forme de fraction.
Alors il va y avoir un petit souci quand on va se ramener à ce paramétrage en fraction, mais ce petit souci, on va pouvoir l'éviter grâce au fait qu'on aura supposé que x, y et z sont tous non nuls. Donc c'est pour ça que ça aura été utile d'attaquer les cas triviaux avant d'attaquer le cas général. Donc on a ça, et grâce à ce paramétrage, ça va impliquer des divisibilités. Et bien plus. Et puis dernière étape, on rappelle que y aura été supposé pair, et on va utiliser ça pour aussi conclure. Alors je vais quand même aussi, je pense que non, je ne vais pas en dire davantage. J'ai hésité si j'allais dire un peu plus, mais je ne vais pas en dire un peu plus parce que j'ai envie de vous laisser quand même encore de la marge dans la réflexion. Donc ce que je veux dire, c'est que dans cette quatrième étape, on va utiliser le fait que y soit pair pour pouvoir en fait terminer la résolution, car grâce aux questions de divisibilité, on aura déjà bien avancé, mais il va y avoir une question de collinéarité qui va venir, donc une question de coefficients qui vont intervenir par rapport à cette divisibilité. Et grâce au fait que y soit supposé pair et à quelques petites questions de nombres qui vont être premiers entre eux, on va pouvoir démontrer carrément qu'en fait ce coefficient qui apparaîtrait serait égal à 1 ou moins 1, et ça va permettre de conclure totalement l'exercice. Donc voilà, maintenant vous avez le plan d'attaque pour cet exercice, et je vous invite maintenant à refaire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice en suivant le plan d'attaque que je vous ai proposé, ce qui devrait rendre les choses un petit peu plus simples, bien que la partie 3 va être assez compliquée. Et essayez de faire de votre mieux avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, alors on est parti pour la résolution de cet exercice. Attaquons donc d'abord les cas triviaux. Je vais commencer par supposer que z égale 0. Si z égale 0, vous avez la somme de deux nombres positifs qui donnent 0, ce qui va automatiquement impliquer que x et y sont tous deux nuls. Et donc, par rapport à l'écriture que l'on veut poser pour x, y, z, il suffit de choisir a égale 0, p et q quelconque premier entre eux, et cela conviendra. Donc, a égale 0, p et q avec p premier avec q convient. Alors maintenant, si z est différent de 0, et on va quand même supposer que toujours le produit des trois soit nul, donc ça veut dire qu'il y a soit x soit y qui est égal à 0, puisqu'on ne peut pas avoir les deux qui vont être nuls. Donc cela va impliquer, donc on va supposer, supposons, quitte à échanger les rôles de x et de y, supposons x égale 0. Si je suppose x égale 0, on a alors l'équation y carré égale z carré, et ça vous devriez pouvoir y répondre. La solution ou les solutions à cette équation vont s'écrire sous la forme y égale plus ou moins z. Et une fois qu'on a ça, maintenant la question c'est comment on peut écrire les solutions de l'équation avec cette forme-là, plus ou moins z. Eh bien, il faut réfléchir un petit peu, mais si on veut... alors on va réfléchir, on fasse pas de bêtises. Donc, si on veut que ce soit plus, ce qu'on peut choisir de faire, c'est de prendre Q, donc je vais préciser, donc si on prend... alors il faut que je prenne A égale Y, P égale 0 et Q égale 1. Donc si je prends ce triplet là, vous pouvez vous amuser à vérifier pour l'une des deux écritures, parce que ça ne marche pas pour les deux écritures. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a des triplés qu'on ne peut pas atteindre d'un côté comme de l'autre. Par contre, il peut y avoir des triplés en intersection des deux, mais il y a des écritures de triplés qui ne peuvent pas être atteintes d'un côté comme de l'autre. On va en parler d'ici quelques instants. Mais donc si je prends ce triplet là, et que je ne fais pas de bêtises, donc normalement, par exemple pour celui du bas, on va avoir ici 0. Ici, on va avoir une fois y, donc très bien. Et puis ici, on va avoir une fois y. Donc là, c'est le cas où on dit que y égale z. Et pour l'autre cas, il suffit de dire qu'on prend a égale moins y, p égale 1 et q égale, oui c'est ça, et q égale 0. Donc si je prends ce cas-là, on va avoir y égale moins z. Et x égale 0.
Et donc notamment, par exemple, le triplé, hein, je tiens vraiment à le signaler, le triplé 0, 1, 1, regardez bien, le triplé 0, 1, 1, bah on ne peut jamais l'atteindre avec cette écriture-là. Hein, en effet, si je prends, si celui-ci vaut 0, ça veut dire que P et Q doivent être égaux. Ici, P et Q sont non nuls, puisque le produit doit être égal à 1. Mais si P et Q sont non nuls, bah vous avez ici un triplet d'entier, A doit être aussi non nul, hein, d'ailleurs. Vous avez alors un triplet d'entier qui fasse que vous avez deux fois un triplet d'entier finalement, donc ça veut dire que vous avez un nombre pair. Donc ce triplet-là, il n'est jamais atteint par cette écriture. Ok? J'espère vous convaincre qu'il faut vraiment jouer avec les deux écritures. Bien sûr, bon, mais il y a les cas A égale 0, mais A égale 0, on l'a déjà traité, donc c'est pour ça que je n'ai pas dit que A devait être non nul. Mais, ça se voit tout de suite par rapport à l'hypothèse qu'on a posée là, hein, bien sûr. Mais je tiens vraiment à signaler qu'il faut vraiment avoir ces deux écritures pour faire le tour de toutes les possibilités de tripler. Alors bien sûr, on pourrait dire avant même d'attaquer l'exercice que ça se joue à commutativité de x et de y, mais bon, j'ai préféré vraiment signaler qu'on a deux écritures possibles du triplet. Donc très bien, et puis bon bah on peut raisonner de la même manière pour y et enfin si je dis que y égale 0, hein. Donc on peut par échange de rôle, hein, entre x et y, conclure la même chose si y égale 0. Voilà, et je pense avoir fait tous les cas triviaux. Donc c'est tous les cas où il y avait au moins un des trois triplés, enfin des trois entiers qui vaut 0. Alors maintenant que j'ai traité ça, je vais me ramener au cas où ils sont tous premiers entre eux. Donc si, en effet, x, y et z n'étaient pas premiers entre eux, donc c'est-à-dire que le PGCD n'est pas égal à 1, bon bah je peux très bien dire que x sur... Donc je vais noter peut-être, je vais lui donner un nom à cette chose. Donc si j'appelle delta, je vais l'appeler delta ce truc. Bon, on peut constater que le triplet x sur delta, y sur delta, z sur delta convient. Donc cela signifie en gros que le delta, hein, par rapport d'ailleurs à l'écriture des triplets, vous pourrez constater que ce delta pourrait en effet être joué par la valeur de A. D'accord? Donc ça peut être important quand même pour la conclusion finale de dire qu'en fait, il ne faudra pas oublier de multiplier par A si on veut avoir toutes les solutions, à partir du moment où on a supposé que les trois sont premiers entre eux, dans leur ensemble, hein, je tiens à préciser qu'ici c'est dans leur ensemble, mais on peut démontrer que s'ils sont premiers entre eux dans leur ensemble, alors ils sont premiers 2 à 2, je vais peut-être en profiter pour le faire. Donc en effet, si je sais que, donc, si x, y et z sont premiers entre eux, dans leur ensemble, alors, si je dis que d divise x et que d divise y, alors ça va impliquer que d carré divise z carré à cause de la relation, x carré plus y carré égale z carré. Je vais avoir ceci. Mais d, si on réfléchit un petit peu, d, si je prends un nombre premier, ça va impliquer notamment que ce nombre premier, donc si d est un nombre premier, je vais peut-être préciser, peut-être même carrément mettre P, comme ça on est clair. Donc si je prends P un nombre premier tel que ceci, alors je vais avoir P carré qui divise Z carré, et cela implique que P divise Z. Ce qui veut dire que si X et Y ne sont pas premiers entre eux, alors X, Y et Z ne sont pas premiers entre eux dans leur ensemble. Donc en effet, avoir ça, ça va impliquer que x, y sont premiers entre eux. Et par échange des rôles, on peut constater aussi que ça va être la même chose pour x carré, enfin pour x et z et pour x et y. Donc on a conclu alors, ça c'est une contradiction, ce qui va nous amener à dire que x et y sont premiers entre eux. On peut aussi dire, donc avoir y et z et x et z premiers entre eux d'une manière similaire. Voilà, je pense qu'on a fait tous les cas triviaux et on s'est ramené à ce qu'on voulait. Maintenant, on va avancer un petit peu et démontrer cette étrange équivalence. Une fois, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo pour essayer de mieux comprendre ou de réentendre
certaines choses, hein, faire demi-tour sur la vidéo, c'est fait pour ça, le support vidéo. Hop. Donc vraiment, n'hésitez pas. Deuxième point, montrons donc l'équivalence. Alors il y a un sens qui est assez évident, hein. Je vous rappelle qu'on a démontré en plus que le fait d'avoir supposé les trois premiers entre eux, dans leur ensemble, ça impliquait qu'ils étaient premiers entre eux 2 à 2. Donc x, y est premier, sont premiers. Ensuite on a x et z, et on a aussi y et z. Donc je le réécris juste pour que ce soit clair. Donc si y est pair, bon bah ça veut dire qu'il est divisé par 2, et donc bah 2 ne peut pas diviser x puisque x et y sont premiers entre eux. Donc comme x et y sont premiers entre eux, cela va impliquer alors que x n'est pas pair. Très bien. Alors maintenant, si y n'est pas pair, on va essayer de la faire comme ça. Donc si, j'hésite si je fais x impair ou y impair, je suis en train de me poser la question. Bon, je vais faire si y est impair, peut-être. Ouais, bon allez, disons ça. Je vais dire si x est impair, supposons que si y est impair, supposons que x est impair, et on va voir qu'on va avoir une contradiction. Donc si supposons par l'absurde que x n'est pas pair, alors on a un jeu à faire avec la congruence modulo 4. En effet, si je regarde x carré pour x qui n'est pas pair, donc je peux d'abord dire que x va être congru, peut-être que je vais dire ça avant, x et y vont être nécessairement congrus à 1 ou 3, modulo 4. Et donc par conséquent, en passant au carré, on va voir que x carré et y carré sont tous deux congrus à 1 modulo 4. On n'a pas le choix, étant donné que x et y ne sont pas pairs. Ils sont tous deux impairs. Et donc par conséquent, on a que x carré plus y carré est congru à 2 modulo 4. Or, bah, z carré, hein, si je prends z n'importe qui et que je mets au carré, eh bien, il n'y a que deux possibilités qui peuvent se produire. Soit z carré est congru à 0, si par exemple z est congru à 2 ou à 0 modulo 4. Donc si je fais 2 au carré, ça fait 4, donc en effet, ça fait un nombre divisé par 4. Ou alors z est congru également à 1 et 3, 1 ou 3. Et si je le mets au carré, bah, ça va être congru à 1 modulo 4. Et donc vous voyez tout de suite qu'il y a un problème. On a ça qui doit être congru à 2, et puis z carré qui doit être congru à 0 ou 1. Bon bah on n'a pas d'intersection, donc cette chose-là est impossible. Contradiction. Ce qui signifie alors que x doit être pair. Et donc voilà, bah, on a notre équivalence, hein, puisque ce qu'on a réussi à démontrer, si on réfléchit un petit peu, c'est que y appartient à 2z implique x n'appartient pas à 2z. Et on a montré que si x, on a montré que si y appartient pas à 2z, alors x appartient à 2z, ce qui est équivalent, hein, c'est juste faire non p implique non q, hein, on fait la contraposée, c'est en fait la contraposée de la relation x n'appartient pas à 2z implique y appartient à 2z. Et donc voilà, c'est gagné, on vient de démontrer l'équivalence souhaitée. Donc ça veut dire que si je dis que x est pair, alors y doit être nécessairement impair, et si y est pair, je dois avoir que x est nécessairement impair. Dans la suite, on va alors maintenant supposer que y est pair, et donc par conséquent, x est impair. Si j'échange les rôles, on va se retrouver avec l'autre triplé en fait. Il y en a un des deux qu'on va obtenir, donc là notamment on va obtenir celui-là, de triplé en faisant cette hypothèse-là. Et si j'avais fait l'autre hypothèse, on pourrait obtenir l'autre triplé. Bien, voilà, je viens de terminer donc la deuxième étape de la résolution. Maintenant, attaquons la troisième étape qui, je pense, a peut-être pu faire de gros dégâts. Hop. Je vous rappelle que x, y et z sont encore supposés
premier entre eux dans leur ensemble qui veut dire que c'est premier 2A2, hein, je l'ai effacé mais je ne vais pas le réécrire, donc 3. Paramétrisation du cercle. Alors pourquoi on va parler de paramétrisation du cercle? En fait, vous auriez pu constater, à partir du moment où on suppose que tout le monde est non nul, vous auriez pu constater qu'on peut changer cette équation et l'écrire sous la forme x sur z au carré plus y sur z au carré est égal à 1. Et ça, bah, ça nous fait penser au cercle, justement, de centre 0 et donc de rayon 1. Donc ce truc-là, hein, ça veut dire que le point x sur z, y sur z, appartient à la sphère unité, intersectée avec les rationnels, car je vous rappelle que x, y et z sont des entiers, ce qui fait que les fractions que j'ai écrites là sont des rationnels. Donc rationnel 2. Je suis juste en train de demander si on n'écrit pas S1 au lieu de S2. C'est une question qui se pose. Je vais peut-être l'écrire S1, je crois, parce que c'est par rapport à la dimension. Ok. Donc, et le S, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est le cercle unité. Et donc, bah, il y a une paramétrisation que vous connaissez bien. Et je vais la rappeler. La paramétrisation que vous connaissez bien, c'est la suivante. Et y de t, vous pouvez écrire comme étant cos de t et sinus de t, t faisant le tour des valeurs compris entre moins pi et pi. Ou alors t appartenant au réel, si on ne veut pas se casser la tête avec un domaine particulier, mais en fait il est suffisant de faire le tour de ce domaine. Donc voilà une paramétrisation possible du cercle, sauf que cette paramétrisation, j'avais souligné là-dessus, n'est pas une fraction rationnelle. Moi j'aimerais une fraction rationnelle. Comment on peut avoir une paramétrisation en fraction rationnelle à partir de ça? Eh bien, il fallait se souvenir de notamment des changements de variables que l'on peut faire quand on étudie des intégrales avec des cosinus et des sinus. Un changement de variable notamment qui permet toujours de se ramener à des fractions rationnelles. Et le changement de variable auquel il fallait penser, c'est notamment de poser u égale tangente de t sur 2. Si je fais ce changement de variable, alors je vais pouvoir écrire qu'on a x de u qui est égal à 1 moins u carré sur 1 plus u carré, et y de u qui va être égal à 2u sur 1 plus u carré. U faisant le tour donc des réels. Alors vous pourrez constater qu'il y a un truc qui peut être un peu énervant, c'est que on ne fait pas vraiment le tour de tous les points du cercle ici, malheureusement. Il y a un point qu'on n'atteint pas, ou alors entre guillemets qu'on atteint en faisant tendre u vers l'infini, c'est le point moins 1, 0. Oui c'est ça, moins 1, 0. Donc, en fait ça c'est la paramétrisation du cercle, sauf le point moins 1, 0. Si on voulait être un peu plus précis sur l'affaire. Mais en vrai, on pourrait inclure le point moins 1, 0 en considérant que la limite est aussi atteinte. Mais bon, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Si on y réfléchit un petit peu, non, puisqu'on a supposé que x, y, z sont tous trois non nuls, et donc par conséquent, le y de u va être non nul. Et le z de u va être non nul. Enfin, le x de u, pardon, va être non nul aussi. Donc il n'y a pas de problème, on ne va pas avoir à avoir affaire avec ce point-là. Voilà. Je tiens juste à le signaler. Et donc, bah, grâce à ce changement de variable, je ne fais pas le détail des calculs, je vous laisse le soin de revérifier cette chose-là. C'est pas très difficile. Mais, et surtout que c'est un truc hyper connu quand même pour les changements de variables, donc je pense que ça peut être bien quand même de retravailler pour vous cette chose-là. Mais bref, ce que j'allais dire ici, c'était que ça m'a permis de démontrer en fait que le cercle est une courbe unicursale, puisque j'ai pu paramétriser le cercle à l'aide de fractions rationnelles en le paramètre en jeu. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Alors maintenant, un truc qu'il faut constater, c'est que vous savez que y est un rationnel. Donc on sait que il existe, d'après ce qu'on vient de faire là, il existe u réel tel que on peut écrire x sur z comme étant égal à, donc je fais 1 moins u carré sur 1 plus u carré, et y sur z est égal à 2u sur 1 plus u carré. Ok. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est et u là-dedans? Est-ce que c'est vraiment juste n'importe quel réel ou est-ce que ça pourrait être un rationnel? Et la réponse est oui, c'est bien un rationnel. Alors, comment on peut le montrer? Eh bien, on va manipuler cette écriture-là. Si on manipule cette écriture-là, on peut constater qu'on obtient, si on ne fait pas de bêtises, 2 sur 1 plus u carré et moins 1. On sait que cette chose-là est un rationnel. Ok?
Donc si cette chose-là est un rationnel, on se retrouve avec comme conséquence que cette chose-là est un rationnel. Et donc en particulier que 1 sur 1 plus u carré est un rationnel. Propriété d'anneau, on connaît bien, même de corps, qu'on connaît bien pour Q. Maintenant que je sais que ça c'est un rationnel, ça veut dire que si on regarde de plus près cette chose-là, je vais avoir que U en fait, je peux écrire U. U ça va être égal à, alors que je ne fasse pas de bêtises, 1 plus U carré sur 2, oui c'est ça, fois Y sur Z. Ça c'est un rationnel. Et puis ça je viens de l'expliciter que c'était un rationnel. Donc rationnel fois rationnel, ça veut dire que U est en effet bien rationnel. Ok. Donc là, ce que je viens de réussir à démontrer, c'est qu'on peut écrire donc x sur y et x sur z et y sur z sous la forme de fraction rationnelle de cette chose, de cette forme-là en fait, avec u qui est un rationnel. Et maintenant que je sais que u est un rationnel, je vais jouer avec ça. Je vais supposer que u s'écrit comme p sur q, avec p et q premiers entre eux. C'est de là d'où va venir le fait que p et q soient premiers entre eux. Alors maintenant, je vais effacer. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses. Encore une fois, hein. J'aurai de cesse de le répéter. Hop. On fait pour ça le support vidéo. Donc là, je sais que U doit être un rationnel. Maintenant, écrivons-le comme un rationnel. Donc, posons U égale P sur Q avec P. Donc nécessairement P. Alors bon, on ne sait pas forcément si P égale 0. Je pense que ça, on ne sait pas encore. Aussi. Non, P ne peut pas être égal à 0 puisque là, ça veut dire que Y est égal à 0. Donc oui, je peux en effet dire que P et Q sont non nuls. Donc P et Q, tous deux non nuls. Et je peux aussi dire que P et Q sont premiers entre eux. Donc le fait que ce soit non nul, P est non nul à cause de ça. D'accord? Bon, alors maintenant si je remplace, ça veut dire qu'on a x sur z qui va valoir 1 moins P sur Q le tout au carré divisé par 1 plus P sur Q le tout au carré. Et si je multiplie par Q carré en haut et en bas, j'obtiens Q carré moins P carré sur Q carré plus P carré. Tiens, on reconnaît maintenant le Q carré moins P carré, pardon. Et on reconnaît aussi le P plus Q au carré. Et puis maintenant, si je regarde aussi Y sur Z, ça c'est donc égal à 2 fois P sur Q, le tout divisé par 1 plus P sur Q, le tout au carré. Et en multipliant encore une fois par Q carré en haut et en bas, j'obtiens 2 fois PQ divisé par Q carré plus P carré. Et là, je reconnais le 2 fois PQ. Chouette. Très bien. Alors maintenant, on va essayer d'en conclure quelques divisibilités. Hein, parce que bon, c'était aussi l'enjeu qui suivait après avoir écrit les fractions rationnelles et après avoir noté que le paramètre, on pouvait le choisir comme étant rationnel. Donc, je vais changer un petit peu les écritures de mes fractions sous la forme de produit. Je peux constater alors en haut qu'on a que x fois q carré plus p carré est égal à z fois q carré moins p carré. Et en bas, on a que y fois q carré plus p carré est égal à z fois 2pq. Donc tout ça, ça veut dire quoi en termes de divisibilité? Ça veut dire que, comme x, je rappelle, hein, x, y, z sont supposés premiers entre eux. Donc, or, x, y et z sont supposés premiers entre eux. Et on avait vu, je le rappelle, que cela impliquait ici, ce qui n'est pas vrai en général, hein, quand même, hein, c'est important. Et ça peut être important d'avoir un exemple, justement, où on a 3 nombres qui sont premiers dans leur ensemble, mais qui ne sont pas premiers 2 à 2. Je vous laisse réfléchir 2 secondes à ça. Z et Y, Z égale 1. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à trouver un exemple, mais un exemple qui pourrait marcher, c'est de prendre 6, 10 et 15. Si je prends 6, 10 et 15, eh bien 6, 10 et 15 sont premiers dans leur ensemble, et pourtant 2 à 2, ils ne sont pas premiers entre eux, puisque 6 et 10, le PGCD c'est 2, 6 et 15, le PGCD c'est 3, et puis 10 et 15, le PGCD c'est 5. Donc 6, 10, 15 est un exemple de triplé d'entier, tel qu'on n'a pas ça premier entre eux, enfin ils ne sont pas premiers entre eux dans leur ensemble, enfin ils sont premiers entre eux dans leur ensemble, pardon, mais ils ne sont pas premiers entre eux, enfin premiers entre eux 2 à 2, ouais. On va y arriver. Alors, grâce à ça,
bah, le fait d'avoir ce truc me permet de dire que x doit diviser q carré moins p carré, que y doit diviser 2 fois p fois q, et que z doit diviser, que je ne fasse pas de bêtises, p carré plus q carré. Donc ça veut dire que je peux me permettre d'écrire q carré moins p carré comme étant égal à k1 fois x. Je peux écrire 2pq comme étant égal à k2 fois y. Et je peux écrire aussi p carré plus q carré comme étant égal à k3 fois z. Alors quels sont les liens qu'on peut avoir entre ces différents ki, donc k1, k2 et k3 sont tous des entiers. Eh bien, il suffit d'utiliser les fractions qui sont en jeu. Je sais alors que x sur z, bah, c'est égal à ça. Mais ça, bah, je remplace. Et si je remplace, j'ai quoi? Bah, j'ai k1x sur k3z. Comme x et z sont non nuls, je peux simplifier et ça me permet de dire que k1 doit être égal à k3. Et de manière analogue, je peux montrer que k3 doit être égal à k2. C'est plutôt pas mal, hein, on est plutôt bien parti. Alors maintenant, tout l'enjeu va être de démontrer qu'en fait le KI, qui sont tous les mêmes finalement, eh bien c'est égal à 1 ou moins 1. En tout cas, il y a une question de signe peut-être qui pourrait intervenir, mais je pourrais affirmer qu'il y a forcément un cas qui est tout simplement 1 ou moins 1, un truc inversible dans les entiers. Et c'est pour ça que pour la quatrième partie, je vous ai rappelé que Y, c'était un nombre pair. C'était supposé comme un nombre pair. C'est ça qui va nous permettre, et c'est ça la clé, qui va nous permettre de conclure qu'en fait le K qui est en jeu est nécessairement un nombre, nombre égal à 1 ou moins 1. Alors on va attaquer donc la quatrième partie. Je vais essayer de ne pas effacer les différentes relations qu'on a là. Hop. Très bien. 4. On rappelle que Y est donc un nombre pair. Comme c'est un nombre pair, ça veut dire que je peux l'écrire 2 fois quelque chose. Donc je peux très bien dire que Y égale 2 fois Y', avec Y', un entier relatif. Entier relatif non nul d'ailleurs. Alors si je reprends la relation qui est ici, je constate qu'on obtient Y' fois Q carré plus P carré, qui doit être égal à Z fois, P fois Q. Fois P fois Q. Ok. Alors bon, jusque-là, on avait réussi à montrer que Y', donc en fait si on reprend ce qu'on a fait là, on aurait réussi à montrer déjà que Y' divise P fois Q. J'affirme qu'on peut aussi montrer que P fois Q, eh bien, va devoir diviser Y'. Alors bon, il faut réfléchir un petit peu, mais voyons pourquoi. Si je prends un diviseur, enfin, P et Q c'est des nombres, alors oui, c'est des nombres quelconques, qui ne sont pas forcément premiers. Donc prenons un diviseur premier, donc soit D, un diviseur commun à P et Q. Qui ne sont pas nécessairement, je répète, un P et Q ne sont pas premiers, ils sont premiers entre eux, mais ce n'est pas des nombres premiers. Donc supposons qu'on a ça. Alors si on réfléchit un petit peu, alors je dis, est-ce que j'ai dit une bêtise? Oui, voilà, j'ai dit une bêtise, j'ai dit P et Q sont premiers entre eux, donc je ne veux pas tout de suite dire que D divise Q, mais en fait on va avoir cette conséquence. Donc ce que je veux ici, c'est dire, supposons que D, voilà, c'est ça, on va y arriver. Donc soit D, un nombre premier, tel que D divise P fois Q. Comme P et Q sont premiers entre eux, cela implique que D divise P ou D divise Q. Jusque là, ok, pourquoi pas. Est-ce que D peut diviser P carré plus Q carré? Donc, ou, mais pas les deux, hein, d'ailleurs. Eh bien la réponse est non. Et vous allez voir très vite pourquoi. Alors, D ne peut pas diviser P carré plus Q carré, car D divise P carré
puisque D divisé P, et D ne peut pas diviser non plus Q carré, car si D divisait Q carré, car si D divise Q carré, alors, comme D est premier, D divise Q. Du fait que D est un nombre premier. Donc on ne peut pas avoir de diviseurs qui sont communs à P fois Q et à P carré plus Q carré. Ce qui signifie donc que P fois Q et Q carré plus P carré sont premiers entre eux. Je vais effacer un peu pour avoir de la place quand même. Ainsi, P fois Q et P carré plus Q carré sont premiers entre eux. Et donc, encore une fois, lemme d'Euclide. Je sais que P fois Q va diviser cette chose, mais je sais que P fois Q est premier à cette chose, donc ça veut dire que P fois Q divise Y'. Mais on savait déjà que Y' divisait P fois Q. Par conséquent, ça veut dire que Y' est égal à plus ou moins P fois Q. Et donc Y est égal à plus ou moins 2 fois PQ. Ce qui signifie alors que le KI qui est en jeu est égal à plus ou moins 1. Donc, KI est égal à plus ou moins 1. Et je pense que vous avez compris, on peut maintenant conclure. Les différents cas, on a dit qu'ils étaient égaux. Donc ici, en fait, on a... Et d'ailleurs, les carrés ont disparu. Plus ou moins 1. Plus ou moins 1. Et plus ou moins 1. Ce qui est donc un cas particulier en prenant A égale plus ou moins 1, et P et Q sont bien des nombres premiers qui vérifient, des nombres premiers entre eux qui vérifient ce qu'on souhaite. Voilà. Donc c'est terminé. Donc, A égale 1 et PQ choisi comme construit. Ici. Et c'est donc terminé parce que maintenant si je ne suppose plus que x, y, z ne sont premiers, ne sont plus... donc si je ne suppose plus que x, y, z sont premiers dans leur ensemble, et bien du coup je peux diviser par ces trois, enfin tout simplement le PGCD des trois nombres. Et une fois que j'ai fait cette division, je vais avoir l'écriture sous cette forme. Et une fois que j'ai cette écriture, j'ai plus qu'à remultiplier. Je termine avec cette phrase en revenant sur le cas où x, y, z ne sont pas premiers entre eux dans leur ensemble. On a que x sur delta, y sur delta, donc ça c'est delta ici, et z sur delta sont premiers entre eux. Vérifier encore une fois l'équation, donc on peut écrire en effet que x sur delta ce serait plus ou moins q carré moins p carré, que y sur delta c'est égal à plus ou moins 2pq, et que z sur delta est égal à plus ou moins p carré plus q carré. Et il n'y aurait donc plus qu'à multiplier par delta pour conclure. Je permets aussi de souligner que nous avons fait tout ça en supposant que y était pair, à partir de la deuxième étape. Okay, donc si c'était x qui était pair, une fois qu'on avait divisé par le PGCD des trois nombres, alors dans ce cas-là, il faudrait échanger le rôle de x et de y, et on conclurait ce triplet-là au lieu de ce triplet-là. Ceci permet donc de conclure la preuve et donc la résolution de cet exercice.
Voilà, bah, c'était un très joli exercice, j'espère que ça vous aura plu et vous voyez en tout cas de manière assez cachée cette question d'unicursalité qui apparaît, juste pour le cercle, c'est un cas particulier, mais je pense que c'est assez joli de voir qu'on en a besoin de manière assez profonde pour pouvoir déterminer tous les triplés qu'on a besoin. Et j'ai envie de dire que cette profondeur, bah, on la retrouve de manière beaucoup plus marquée quand on regarde à quoi peut ressembler la preuve du théorème de Fermat, qui fait donc beaucoup de pages, hein. faut pouvoir l'encaisser, hein, le bestiau. Mais c'est une résolution qui passe dans la grande majeure partie du temps dans les courbes elliptiques. Et donc bah, voilà, l'étude des courbes semble vraiment intrinsèque à une résolution du grand théorème de Fermat. Bref, bah, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par la vidéo ou bien sûr par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!